Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du Café Politique. C'est en 2015, plus précisément en 2015, que sa silhouette est apparue derrière le candidat Patrice Talon. Elle fait partie de l'élite intellectuelle qui concilie la science à la volonté de la gestion de la cité. Vous allez la découvrir très bientôt. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Dictel, bonsoir aux téléspectateurs. C'est Dami Fagla Médégan. Et si on vous demandait qui est docteur Fagla Médégan Jérôme pour vous? Je dirais que c'est mon extraordinaire papa. Et Kiki Médégan Valentine? C'est ma superbe maman. Et si on vous demandait de parler des deux? Des êtres humains formidables que Dieu m'a donné le privilège d'avoir comme famille, comme parents. Des personnes qui allient intelligence du cœur à l'intelligence intellectuelle. Des personnes qui ont un amour illimité pour leurs enfants. Des personnes qui ont tout donné et qui donnent toujours beaucoup d'amour à leurs enfants, à leur famille. Des personnes d'une intégrité inimaginable, d'une intégrité rare dans notre société. Qu'est-ce que vous avez tiré d'eux? Physiquement, enfin humainement, moralement, psychiquement, qu'est-ce que Cédami a pu tirer des parents dans son être, dans sa personne? La première chose, l'amour de l'être humain, l'amour pour son prochain. Ensuite, le travail, le sens du travail bien fait. Et pour finir, l'humilité. Par le don du service en tant que lion? N'est-ce pas? Tu vois de quoi je parle? Non, vas-y. Le don de service en tant que lion, oui. Toujours servir sa communauté, donner aux plus démunis, en tout cas venir en aide aux plus démunis, servir les plus démunis. Voilà. Christelle, notre invité. Je découvre que Agapit Napoléon Maforican connaît mieux notre invité de ce soir. Mais moi, la curiosité va me pousser. Elle est plus politique, n'est-ce pas, ta curiosité? Bon, alors moi, la curiosité ce soir va me pousser à vous demander, c'est qui Cédami? Comme l'a dit Agapit tout à l'heure, comme je viens de le dire avec Agapit, Cédami, c'est la fille de Jérôme et Valentine. C'est un produit de Jérôme Médégan Fagla et de Valentine Kiki, épouse Médégan Fagla. C'est la personne que vous voyez, c'est une passionnée de sciences. Tous deux médecins. C'est une passionnée de sciences, de sciences de la vie, de tout ce qui est science qui décrit la vie, plus précisément de chimie organique. Mais il n'y a pas que ça, la chimie organique, on va dire que c'est la science que j'ai choisi de pratiquer en tant que, comme métier, c'est la discipline dans laquelle je fais de la recherche, mais j'adore la science en général, que ce soit la physique, la physique quantique, etc. Je suis quelqu'un qui adore la science. Ensuite, à côté de ça, je suis une passionnée de politique. On peut se demander pourquoi c'est seulement maintenant que je m'illustre. Madame, je vous demanderai de regarder dans votre caméra. Voilà. Mais je suis bluffée, j'ai envie de vous regarder pour vous parler. Je me concentre mieux en regardant mon interlocuteur. C'est moi qui suis le plus bluffé dans ce cas. Dites-moi, Cédami Médégan Fagla, comment est-ce qu'on arrive à concilier charme, science et vie politique? Waouh, charme, je ne sais pas trop. Mais science et vie politique, merci pour le compliment. Science et vie politique, c'est juste une question de passion. Je pense que tout ce qu'on fait avec amour, tout ce qu'on fait avec passion, on le fait en fait avec beaucoup de plaisir et sans même le sentir. C'est un art de vivre, c'est une manière de vivre, c'est un quotidien chargé de choses que j'aime faire. Donc on allie ça très bien avec un peu d'organisation, voire beaucoup d'organisation, on fait les deux. Depuis 2015, vous êtes dans ce marigot. D'aucuns l'appellent panier à crabe, c'est-à-dire le milieu politique.
Alors, on constate que vous ne reculez pas pour quémander un positionnement ou une considération au milieu de ces hommes politiques qui ne se font pas de cadeaux. Comment est-ce que vous arrivez à faire? Je travaille beaucoup, beaucoup. Je travaille la base, je travaille le haut, je travaille à tous les niveaux. J'apporte une nouvelle vision. J'essaie de représenter une nouvelle classe politique, une nouvelle vision. Je pense que j'essaie de représenter quelque chose qui manque. Et je conçois très bien que je pense que je suis un petit peu la transition entre nos parents, en tout cas nos parents, les aînés politiques, voilà, et les générations qui vont venir, les plus jeunes que moi. Donc je pense que c'est plutôt cela que je représente aux yeux de nos aînés, d'où leur bienveillance à mon égard. Vous parlez de bienveillance ou du mérite? Est-ce qu'il y a une part de science? Je veux savoir. L'avantage de la science, en tout cas de la chimie organique, comme je le dis toujours à mes étudiants, je le dis toujours, lorsque je commence pendant les cours, je profite toujours des cours pour donner une leçon de vie. Laissez-moi terminer, voilà. Vous allez voir où je vais en venir. Très bien, okay. Je profite toujours des cours pour dire que la chimie organique est une leçon de vie. La chimie organique, c'est l'équilibre par excellence. C'est comment les choses devraient être en fait. C'est comment les atomes vivent, font pour rester à l'équilibre. Et quand on connaît cette science, en fait, on apprend à aller à l'essentiel. On apprend à être généreux. On apprend à donner. Sans recevoir. On apprend à donner lorsqu'on a à donner. Lorsqu'on est, les Américains disent granted, lorsqu'on est gâté par la nature, on apprend à donner. Sans vraiment espoir de retour? Sans espoir de retour. La vie nous donne toujours quelque chose en retour parce que lorsque vous donnez aux autres, vous recevez le plaisir d'avoir donné, vous recevez le plaisir d'avoir fait plaisir, d'avoir soulagé vos concitoyens ou d'avoir en tout cas impacté une vie d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas de prix. Humainement, ce qu'on ressent n'est pas mesurable, n'est pas voilà. Vous vous sentez bien dans ce milieu? Pour l'instant, oui. Alors, nous allons donc jeter un regard sur l'actualité politique nationale. Vous faites partie de l'Union progressiste. Oui. C'est un parti de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, beaucoup, en tout cas la classe politique de l'opposition, vous fait le grief de régenter le système politique béninois. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors je suis membre du bureau politique de l'Union progressiste. Je suis également membre de la direction exécutive nationale de ce grand parti. Et je suis très fière d'appartenir à ce parti, d'autant plus que à côté des valeurs qu'il incarne, c'est le parti de l'excellence, du travail bien fait. Je disais ce matin que ça fait plus d'un an, ça fait à peu près un an, que les partis, en tout cas les premiers partis qui se sont mis ensemble avec l'UN pour aller pour fonder l'Union progressiste, ont commencé à travailler sur leur création. Je dis bien plus d'un an, depuis avril dernier. Des commissions avaient été mises en place début avril 2018 pour réfléchir sur les différents tests fondamentaux du parti, pour réfléchir sur l'organisation pratique, le recrutement pratique des membres fondateurs. Donc, c'est un parti de travailleurs, c'est un parti d'excellence, c'est un parti de rigueur. Alors, lorsque je vois la classe politique à côté, qui choisit une posture, la posture de la victimisation. De la victimisation. Oui, de la victimisation. Toujours revancharde. De la diabolisation. De toujours revancharde. J'ai honte en fait parce qu'il représente quelque chose que nous rejetons aujourd'hui. Il représente quelque chose que nous avons déjà vécu, nous avons vécu pendant les 28 dernières années et que nous souhaitons vraiment ranger au placard pour amorcer le développement de ce pays. Vous les observez comme conservateurs des valeurs
hybrides? Je les observe comme des espèces résistant à la disparition? Je les conserve comme des personnes égoïstes, ultra égoïstes, peu soucieux du développement économique, du développement de nos concitoyens. Je vais être un peu dure, mais quand on voit les acteurs qui animent l'opposition aujourd'hui, j'ai du mal à voir que mes compatriotes leur accordent encore de la crédibilité. L'instinct de conservation? C'est peut-être ça. Faut qu'il le dise. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais... Quand vous voyez un Boni Yahi, par exemple, qui parlait des valeurs éthiques, morales et spirituelles, il n'y a pas longtemps, et vous voyez aujourd'hui tous ceux qui réclament de cette famille agir comme ils agissent, est-ce que c'est que... Ne voyez-vous que l'égoïsme? Est-ce qu'il n'y a pas un homme, un humain, on parle de la biologie organique, on parle des atomes, est-ce qu'il n'y a pas intrinsèquement une partie de l'être qui se déploie? Très sincèrement, je ne veux pas philosopher sur cet être-là, ce personnage qui a dirigé notre pays pendant 10 ans. Non, je ne parle même pas que de lui, je parle de tout. Et lui et toute une famille qui quand même s'y réclame, se réclame de ça, de vouloir, en fait, maintenant ils sont prêts à... Sauver leur tête. Oui, enfin, c'est ça le mot. Résister à la disparition. C'est sauver leur tête. Et je pense que je suis persuadée que la jeune génération, même si elle n'est pas forcément tendre avec les actions du gouvernement, même si elle ne comprend pas forcément les actions du gouvernement, je suis persuadée qu'elle ne se laisse pas berner par ce spectacle-là. Je suis persuadée qu'elle sait tirer le bon grain de livret et que la jeune génération comprend exactement ce qui se passe, a une analyse juste de la situation sociopolitique. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas toujours l'impression. Sur les réseaux sociaux, nous avons un groupe de jeunes qui sont payés pour envoyer un certain nombre de tests. Moi, je suis avec les étudiants au quotidien. Donc, je pense que je suis même dans l'environnement où on peut le plus mesurer la perception que les étudiants ont des actions du gouvernement, en tout cas de ce qui se passe actuellement. En leur laissant le terrain, est-ce qu'ils ne prennent pas le dessus? En laissant le terrain à qui? À ceux qui sont payés, à ceux qui essayent vraiment de polluer un peu l'environnement, de distiller en tout cas, certaines informations. On ne peut pas nier qu'ils atteignent une partie de l'opinion, de l'opinion publique, qu'ils atteignent une partie de nos concitoyens avec leurs mensonges. Mais je dis toujours que, il y a l'adage qui dit que le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Sedami Fagla Ménégan, lorsqu'on observe le contexte politique actuel, il se dégage nettement du point de vue du droit et des tests de la République, les tests actuels en tout cas, que seuls les partis de la mouvance présidentielle, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, sont à même d'aller au scrutin du 28 avril 2019. Quelle lecture en faites-vous? Alors, je suis désolée qu'on en arrive là, mais encore une fois, c'est l'inconséquence, c'est l'insouciance d'une classe politique qui rêve de perpétuer un certain nombre de pratiques. Et je dis bien, vous savez, je dis que mes concitoyens qui se réclament, qui estiment être représentés par cette classe qui se revendent, cette classe de politiciens qui se réclament être de l'opposition, eh bien, je dis bien que mes concitoyens qui estiment que ces personnes les représentent doivent leur demander des comptes. Mercredi, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a entrepris de recevoir toute la classe politique pour la recherche de solutions, de portes de sortie. Il y en a qui ont fait faux bond. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est bien de ça que je parle. Ils sont... Ça fait rire en fait. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec... Voilà, c'est comme si vous êtes dans une société, vous êtes dans votre famille et vous établissez des règles dans votre maison pour éduquer vos enfants.
Et vos enfants refusent de respecter les règles. Et se mettent à bouder. En tant que parent, vous mettez un peu d'eau dans votre vin, vous dites, ok, venez, on va... Et ils continuent à bouder. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous abolissez les règles de la maison pour laisser les enfants instaurer l'anarchie chez vous. C'est quoi la solution? Est-ce qu'on doit céder à des caprices? Est-ce qu'on doit céder à un groupe de personnes qui ne se sont même pas donné la peine de respecter, de se conformer aux dispositions des lois que nous avons votées? Est-ce qu'on pourrait considérer un chef d'État un père de famille? Mais c'est un peu ça, un chef d'État, on dit souvent le papa. Le chef d'État est élu. Il est élu, oui, mais il y a des... Le père de famille est géniteur. Il y a des... En fait, ce n'est pas le côté géniteur, c'est le côté... comment on appelle, famille, veiller à la cohérence du groupe, le côté maintenir une certaine cohésion, voilà, etc. C'est surtout de ce côté-là que je veux parler. Est-ce qu'il serait convenable au chef de l'État d'aller à la compromission sur le chemin de la recherche du compromis en autorisant de fait et de facto les partis récalés à aller aux élections? Ça, c'est une grande question. Vous savez, le chef de l'État il a, dans une certaine mesure, la police du débat en ce moment. Une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure. Et au regard de la Constitution d'ailleurs. Il ne peut que aller vers les solutions politiques. Voilà, tout en respectant les lois de notre République. Et le chef de l'État ne pourra jamais demander qu'on viole les tests de la République. Si on peut trouver un consensus sans aller à ce niveau-là, qui empêcherait, qui éviterait cela, pourquoi pas? Je ne sais pas. Les élections relèvent du domaine du droit. Et là, mercredi, le chef de l'État a demandé aux législateurs, aux députés, de lui proposer des solutions, c'est-à-dire indirectement de légiférer pour pouvoir concilier les déshydratats. Est-ce que c'est une bonne démarche selon vous? Le chef de l'État est dans son rôle. Il essaye d'apaiser, de diminuer, de faire retomber la tension sociopolitique. Cependant, vous savez, les textes de loi ont été votés par les députés. Si nous voulons arriver dans un État où les institutions sont indépendantes l'une de l'autre, nous devons commencer à accepter que lorsque l'Assemblée nationale légifère, ces textes s'imposent à tout le monde. Nous devons accepter que lorsque la Sénat sort une décision, cette décision s'impose à tout le monde. Lorsque la Cour constitutionnelle sort une décision, le respect des institutions et de leurs décisions. Et pourquoi est-ce que, parce qu'un groupe d'individus s'installe dans la bouderie, ne veulent pas se conformer aux tests de la République, pourquoi est-ce qu'on va demander à nos institutions de diminuer leur niveau d'exigence? Pourquoi est-ce qu'on va remettre, en fait c'est un peu même remettre en cause le travail de nos institutions. Personne ne dit, c'est le rétropédalage, personne ne dit que la Sénat a mal fait son travail, personne ne dit que la Sénat a mal fait son travail. Le militant, oui, Clédamé Médégan, oui, n'est pas d'accord pour qu'on remette en cause un processus, pour qu'on réécrive les règles en plein jeu. Non. Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on réécrive les règles en plein jeu. Je me dis que nous avons eu suffisamment de temps pour nous... Ils étaient partis, l'ont fait. Vous savez, vous pensez que... Non, sérieusement, vous pensez que l'Union fait la nation n'avait pas envie, n'a pas eu envie de rester indépendant, de continuer. L'Union fait la nation aurait pu fournir les 1155 dossiers de membres fondateurs, je vous assure. Tout à fait. L'Union fait la nation seule a fourni même plus que 1155 dossiers de membres fondateurs pour se conformer aux tests. Donc, qu'est-ce qui a poussé de grands partis comme ça, comme l'Union fait la nation, le MADEP, la RB, les forces clés, le PSD, à se mettre ensemble
pour aller vers un grand parti. Voilà, nous avons un idéal. Nous avons un idéal. Nous avons un idéal pour ce pays. Nous voulons absolument emprunter le chemin de développement que les autres pays ont emprunté. On a tous honte là d'être béni. On a un peu honte. On n'a pas honte d'être béninois, mais on a honte de ne pas avoir réussi à mettre depuis 60 ans notre pays sur le chemin du développement. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, aujourd'hui, quand le chef de l'État essaye quand même d'arrondir les angles, le président joue un peu une sorte de match compliqué en essayant de rester dans la posture régalienne, sans enfreindre les règles, donc sans aller à la compromission. Au même moment, il cherche une porte de sortie qui ouvre la voie à ceux qui se sentent exclus, bien que se sentent exclus de fait. Alors, vous, les politiques autour du chef de l'État, vous, le bloc républicain, vous, le parti progressiste, qu'est-ce que vous pensez faire? Visiblement, Sedami n'est pas d'accord, mais est-ce que le parti progressiste, où en est le parti avec vos instances? Nous, les instances progressistes sont prêts à aller à la discussion, à faire tous les débats qui seront nécessaires, à participer à tous les débats qui seront nécessaires pour sortir le pays de cette situation, de ce bourbier dans lequel les partis de l'opposition sont en train de nous conduire. Mais vous savez, le chef d'État est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est de son devoir d'essayer de trouver une porte de sortie, de se mettre au-dessus de la mêlée, de ne pas prendre position et de demander à ceux qui ont voté les lois de bien vouloir, de voir s'ils peuvent trouver une porte de sortie. Voilà, une sorte de relecture de la loi. Il est dans son rôle. Mais est-ce qu'en le demandant comme ça, le chef de l'État est dans la bonne posture? Est-ce que l'exécutif n'a pas, dans le cas d'espèce, le droit de demander officiellement une seconde lecture de cette loi? Une seconde lecture de cette loi? Non, la loi est la loi, elle s'applique à tout le monde. On est en plein jeu. Ce que le chef de l'État a demandé, il a demandé aux députés, à l'Assemblée nationale, à ceux qui ont voté la loi, de retourner en conclave et de nous sortir une solution ou des solutions. La solution ne pourrait être qu'une autre loi. Parce que les élections relèvent du domaine de la loi, au thème des dispositions de notre Constitution. Mais de l'analyse politique. Et c'est là peut-être que la position des partis politiques est intéressante. Parce qu'en réalité, oui, ça relève de la loi. Mais la loi n'est que la manifestation matérielle. En termes de codification des désidératas politiques d'un groupe, des porteurs, très bien, d'un groupe à un moment donné de l'histoire. C'est ça le principe des majorités parlementaires dans toutes les démocraties libérales. Les gens pensent que c'est au Bénin. Aujourd'hui, il se fait que... Parlons de majorité présidentielle, oui. Agapit, Napoléon, mais ne quittons pas un peu la... Non, nous n'allons pas quitter. Mais dans ce pays, pour bloquer la révision de la Constitution, nous avons eu droit à une minorité de blocage. Et personne ne s'en était offusqué. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, que la majorité présidentielle accompagne une loi et on demande la relecture de cette loi? Non, c'est là peut-être que le président n'a pas demandé la relecture. Il se dit que le président ne peut pas rester indifférent et il faut qu'on renvoie la parole à Sedami. Mais je dis, le président n'est pas resté... C'est d'ailleurs le style. Le président n'est pas resté indifférent. Mais il n'a pas dit, relisez-moi d'autorité. Il a déjà terminé, il a promulgué la loi. Suggérez-moi des solutions. Mais le chef de l'État a renvoyé la balle à ceux qui ont voté la loi. Il leur a demandé de faire preuve d'inventivité, de génie, sans enfreindre les tests de notre République. Le chef d'État ne peut pas demander d'enfreindre les tests. Il a juste demandé à l'Assemblée nationale, aux partis politiques de tous se mettre ensemble pour trouver un consensus, une solution qui pourrait nous permettre de sortir de l'impasse. Est prêt toujours. Et pour sa prochaine réunion dans ce cas. Mais vous n'avez pas remarqué que le parti progressiste, c'est le parti qui est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour
pour ce pays. C'est le parti qui est toujours prêt à... C'est un parti patriotique, c'est un parti quand vous pensez à la patriote. réunion pour penser un peu au mode opératoire. Ça ne vous regarde pas. Non, ça nous regarde parce que C'est leur cuisine interne. Non, ça c'est notre cuisine interne. Non, Je pourrais c'est pas pour vous... voir à quel Mais moment peut-être qu'on était déjà en réunion aujourd'hui. Peut-être que je viens d'une réunion, vous ne le savez pas. Ah non, ça je peux pas. Non, non, ça je peux pas. Désolée. Il y a la cuisine interne. Pour décompresser un peu, parce que là je constate que le mercure monte un peu. Dites-moi, ces amis, ça veut dire quoi? Je vous le dirai en fond. Nous et où c'est do amido nous non jewa. Oui, mais ni o gbewe osa o mawe osa aminumi o minambo je wo si wenu amatan si wenu agbata so si huwa. Ma va expliquer de vous. Amis téléspectateurs, c'est une manière de dire. Ça veut dire quoi? Que en fait, celui qui est honré ne peut pas bénéficie toujours de la grâce divine. Voilà, à peu près, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous êtes dans un fion, un chef traditionnel. C'est un prénom, Mais j'ai remarqué que vous ne portez pas de prénom francisé. J'en ai un, mais il est quasi, je l'oublie moi-même. Ça m'arrive de l'oublier. Faites-nous la confidence. Ah non, ce sera pas. Si je les amis téléspectateurs. Non. Regardez dans votre caméra et sortez-nous cet oiseau. Non, cela n'arrivera pas. Très bien. Dites-moi, vous êtes membre d'un parti politique dirigé par l'emblématique Bruno Amoussou. Il se trouve qu'à scruter la liste des candidatures évoquées et certifiées par la Sénat, son nom n'y apparaît pas. C'est une révolution interne ou c'est qu'il a annoncé quand même. Le président Amoussou est un homme exceptionnel. C'est quelqu'un c'est une personne qui a eu une carrière politique exceptionnelle et qui est arrivé, qui a toujours eu envie de transmettre quelque chose aux futures générations, aux jeunes générations, tout en les formant. Et dites-vous bien que là où il est dans la transmission. Il est dans des connaissances et des valeurs. Il est en train de mettre en place un héritage qu'il va nous léguer. Et c'est un homme qui le fait avec beaucoup d'amour. Je pense qu'il faut le pratiquer pour comprendre, il faut le vivre. Il faut vivre ce que je dis pour comprendre cela. Et ce n'est pas... Vous en parlez avec autant d'émotion? Avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un plaisir de travailler avec le président Amoussou. Ça fait 2 générations peut-être ensemble. Voilà, ça fait 2 générations ensemble. Et vous voyez, ça fait un moment qu'il désire, qu'il a souhaité ne plus être aussi présent sur la scène politique. Mais on est arrivé à un moment, en fait, nous sommes à un tournant, à un carrefour de notre histoire, de l'histoire politique de notre pays. Et il y a besoin d'hommes comme lui, d'hommes d'expérience comme lui, pour conduire, pour comment on appelle, pour négocier justement ce virage-là. Et il se donne à cela comme un cadeau pour la future, pour les prochaines générations, comme un cadeau pour les mois là en fait. Hein. Ce qu'il fait, c'est un cadeau. Il est en train de nous préparer notre héritage, de nous former à pouvoir en prendre soin, vous voyez. Et voilà, c'est ça. Beaucoup de fierté pour vous? Beaucoup de plaisir, beaucoup d'humilité, et je me sens privilégiée. Je me rends compte de la chance que j'ai. Je suis consciente de la chance que j'ai. Et bon, ma vie est un petit peu comme ça. Je suis une chanceuse. De l'UN à l'Union progressiste, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déjà vu? Enfin, avec Bruno Amoussou. Ou bien c'est la pérennisation de l'école? Dans l'UN, il y avait beaucoup de bonnes choses. On ne va pas jeter les bonnes choses parce qu'on est... En fait, il y a toute une expérience, tout un
Il y a un acquis, il y a une histoire, il y a une manière de faire, un doigté, tout ça, qui est forcément légué à l'Union progressiste. D'où la rigueur. D'où le caractère. Les gens ne se rendent pas compte. Quand je vois l'opposition se débattre aujourd'hui, je trouve fortement injuste qu'on nous demande même de nous arrêter 2 secondes pour nous intéresser à leur gesticulation. À leur jérémia. Tout simplement parce que je vous le dis haut et fort, ça fait 1 an que les partis, donc que l'Union fait la nation et les partis ont enclenché le processus. 1 an. C'est tellement lourd qu'on ne peut pas le faire en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois. Ça fait 1 an. Donc, vous voyez, tout ça montre l'expérience de grands partis comme l'Union fait la nation. On aurait pu attendre aussi les derniers mois, on aurait pu attendre le mois de janvier pour se lancer dans tout ça. Concrètement, quand vous parlez de l'Union progressiste, franchement, vous oubliez qu'il est juste quand même un allié, le bloc républicain. Je suis ici. Je suis ici. Quand même, vous êtes deux groupes de la majorité. Oui, parce qu'en réalité, nous sommes à un café. Non, mais donc, je remarque Agapite. Je suis un relais aussi. Beaucoup estiment que vous êtes des frères siamois. D'ailleurs, le président Amoussou a dit que vous êtes des frères jumeaux. Bon, alors... Cher ami, je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Regardez dans votre caméra. Cher ami, on n'est que des relais. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Le président Amoussou a également l'habitude de dire oui, nous sommes des frères jumeaux, mais on a différents types de jumeaux. Il y a de faux jumeaux, ils peuvent naître de la même mère ou de même parents. Donc, surtout quand ils sont issus de poches différentes. Voilà. Mais alors, je voudrais vous dire, sincèrement, je suis ici pour parler de ce que je connais, de mon parti, qui est l'Union progressiste. Et je ne me sentirai pas à l'aise d'avoir abordé les questions. Du bureau politique, même de la direction nationale, quand même, vous êtes sur un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez. Vous êtes loin d'être une génération spontanée. Mais je suis progressiste. Oui. Et je ne parlerai pas d'un autre parti. Alors, quelle relation avec le bloc républicain? Nous sommes 2 partis qui iront en compétition bientôt. Ça veut tout dire. Non mais Agapite, tu ne vas quand même pas espérer qu'ils vont se passer des députés. Je n'en dirai pas plus. J'ai tout dit dans cette phrase-là. Nous sommes 2 partis qui iront en compétition là, bientôt. Les 2 autour du chef de l'État. Alors, les 2, en fait, ce sont des partis. Nous avons 2 partis qui épousent la vision du chef de l'État, qui en fait estime que, effectivement, avec cette vision, en accompagnant ce programme-là, nous pouvons peut-être propulser notre pays dans une certaine direction, dans la bonne direction. Donc, 2 partis ont accepté d'accompagner ce projet-là. Mais ce sont des partis qui ont des idéologies différentes. Donc, il faut arrêter. Nous avons des idéologies différentes. Donc, vous êtes des rivaux. C'était un chahut de Agapite. Pour ma part, ne sommes pas des vrais jumeaux. Voilà, c'est ça. Si vous était permis de le dire, d'ailleurs, vous alliez même dire d'emblée que vous n'êtes pas des jumeaux. Ah non, j'ai dit à Moussou, à Parakou, c'est des jumeaux. En fait, vous savez, je suis obligée de rester un petit peu diplomate sur la question. Non, pas mais sachez que, mais vous restez dans votre... Mais sachez que je suis progressiste. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est clair pour ces amis Fagla Mendegan que UP et BR ne sont pas les mêmes partis. Ne sont pas les mêmes partis. Je pense plutôt qu'elle n'enfouche pas la même... Elle n'enfouche pas la même touche que Vous savez, le président Amoussou est un grand homme politique. Et je ne peux pas avoir ses qualités. Non, cher ami Agapite, laisse-moi terminer. La censure a commencé. Je ne peux pas avoir ses qualités. Ce sont des qualités qu'il a acquises sur 40 ans, 50 ans, plusieurs décennies de pratique. Alors, je ne suis pas obligée d'avoir forcément la même gentillesse, la même vision
paternaliste des choses. Non, vous savez, quand on est jeune, on a un peu plus de fou, on est un peu plus... on est un peu plus... Entre le Parti progressiste et le Bloc républicain, il n'existe pas quand même la même rivalité qu'avec le Frère Front, le FCBE. On ne le perçoit pas. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais alors, on ne le perçoit pas. Et l'issue des prochaines élections vont nous le démontrer. C'est bien de le dire en réalité. La guerre fratricide au niveau de ces deux partis-là est très, très acerbe. Il faut savoir qu'une guerre fratricide est pire qu'une guerre entre personnes qui se détestent. C'est d'amis Médégan Fagla. Nous allons revenir à vos amis d'en face, les partis de l'opposition. Il y en a qui nous vendent la terreur. La terreur. Il y en a qui menacent le scrutin du 28 avril prochain. Comment est-ce que vous allez vous organiser? D'ailleurs, et d'abord, quel message avez-vous en direction de vos concitoyens? Alors, je vais, en direction de mes concitoyens, je vais dire ceci. Depuis 3 ans, nous avons résolument emprunté un chemin qui nous demande beaucoup de sacrifices, qui nous demande de mieux nous organiser, qui nous demande de respecter notre pays, qui nous demande d'être patriotes, qui nous demande beaucoup de sacrifices parce qu'on avait pris de mauvaises habitudes dans notre manière de vivre, dans notre manière de vivre en fait, ou d'envisager la vie avec nos concitoyens. Et alors, imaginez, je veux dire, imaginez que nous acceptions de faire les sacrifices nécessaires parce qu'on estime que c'est comme ça, c'est l'un des chemins pour y arriver. Parce que d'autres peuples l'ont fait avant nous, on estime que c'est l'un des chemins, si ce n'est pas le seul chemin pour y arriver, pour sortir un petit peu de cette misère dans laquelle nous végétons depuis plus de 60 ans. Donc on se dit, la population aujourd'hui comprend de plus en plus l'austérité, comprend qu'il faille accepter ces sacrifices-là pour changer nos habitudes fondamentales. Et une classe, la classe qui est censée, la classe politique qui est censée représenter cette population, qui est censée animer le débat, qui devrait permettre d'améliorer les conditions de vie de cette population, refuse de faire les mêmes sacrifices, refuse de se conformer aux tests, refuse de mieux s'organiser, refuse comment on appelle, de faire les sacrifices que nous-mêmes nous imposons. Est-ce que vous choisirez un représentant qui n'est pas prêt à faire les mêmes efforts que vous? Est-ce que c'est normal de choisir un représentant? Est-ce que c'est humainement normal de choisir un représentant qui n'accepte pas de faire les mêmes efforts que vous, qui banalise vos propres tests, qui se moque en fait de vos souffrances, qui se moque des sacrifices que vous faites? Est-ce que c'est naturel de choisir ce type de représentant? Je voudrais dire à mes concitoyens de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser manipuler par cette frange en fait qui... Entendons-nous bien, qui n'a d'autre intérêt que de perpétuer leurs propres intérêts, leurs propres habitudes. On parle de quitus fiscal. J'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu choquée lorsque j'écoutais à la rencontre avec le chef de l'État des différents partis politiques. J'entendais quelqu'un qui dit oui, qui disait oui, si le quitus fiscal pose problème, qu'il fallait retirer cela. Et ça m'a donné des frissons d'horreur. Il y a de quoi? Dans un pays où l'économie est essentiellement fiscale. Ça m'a donné des frissons d'horreur. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un représentant de la population pour qu'il dise non, moi j'ai pas envie de respecter, j'ai pas envie de contribuer aux caisses de l'État. Oui, enfin, donnez-moi un peu de... Je veux des facilités de l'État, mais moi j'ai pas envie de contribuer. Voilà, mais vous savez, lorsqu'on a demandé aux bonnes femmes de libérer les espaces, est-ce qu'on leur a accordé des facilités? Est-ce qu'on a demandé... Beaucoup ont spontanément libéré. Non seulement beaucoup ont spontanément libéré, et celles qui n'ont pas libéré, nous avons été obligés de démolir, en tout cas de démolir ce qu'elles avaient, de les recadrer. Alors, pourquoi est-ce que nous devons accepter, après avoir imposé
ce genre de rigueur, après avoir demandé aux populations. Voilà, ce genre de sacrifice aux populations. Maintenant, on demande aujourd'hui de faire des conditions exceptionnelles aux politiques. Mais c'est indécent. Excusez-moi, c'est indécent. C'est d'amis Médégan Fagla. Mais j'ai remarqué que ce discours-là, aucun des partis politiques de la mouvance présidentielle n'est descendu dans l'arène pour accompagner l'idéologie, la vision, la philosophie, l'esprit et la lettre du code électoral. Il n'y a pas eu de sensibilisation, il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu d'appropriation, il n'y a pas eu d'explication aux militants à la base. Pourquoi est-ce que vous êtes restés dans la sclérose, enfermés dans vos quatre murs? Dites plutôt qu'il n'y en a pas eu assez, mais il y en a eu. Parce que moi, j'étais à la base. L'Union fait la nation, l'ex-parti Union fait la nation, a même fait une tournée pour expliquer le code électoral. J'ai participé à cette tournée-là. Oui. Est-ce que la majorité n'est pas apathique? Vous avez parlé de l'UN, mais depuis décembre, on a le Parti progressiste. Combien sont descendus sur le terrain? Cette polémique 242... Ou bien vous étiez dans les positionnements. Cette polémique 242, combien de députés de la majorité du Parti républicain, du Parti progressiste, a-t-on vu expliquer? On a même vu des députés de ce parti s'asseoir devant la Sénat pour écouter la manière dont la Sénat entend interpréter le nom fétiche 242. Est-ce que la partie même des députés de la majorité présidentielle ne permet pas, ne facilite pas cette désinformation, cette intoxication? Alors, je trouve que c'est pas juste de parler d'apathie. Vous savez, il y a eu tellement de charges. La charge de travail pour les nouveaux partis qui se sont créés est telle que nous-mêmes, on passe même à côté d'un certain nombre de choses parce que nous étions dans l'urgence. Nous étions dans l'urgence. Il y avait des priorités. Les guerres de positionnement. Pas du tout. Ben alors là, nous étions préoccupés par la qualité de notre dossier, par le fait que notre parti, ne soit pas rejeté. Je vous assure, vous n'avez pas idée du nombre d'allers-retours que le dossier de parti Union progressiste a fait auprès du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que quand j'entends ceux de l'opposition maugréer, bouder, ça me fait un petit peu rire parce que nous, ceux de l'administration, ont passé des nuits blanches, des semaines entières dans nos locaux pour se conformer, pour mettre. Donc nous avons eu il y avait eu tellement d'urgence, tellement de choses primordiales à faire que l'énergie, l'attention était concentrée sur ça. Le plus important pour nous, c'était justement d'obtenir, d'être conforme, de nous conformer à la charte des partis politiques. Et ça nous a pris... Selon vous, quel va être le profil du député à la prochaine législature? Le profil du député à la prochaine. Ce que vous souhaitez, oui. Ce que j'aurais souhaité, c'est que nous ayons des députés vraiment soucieux, des députés qui n'auront à cœur que le développement de ce pays, des députés patriotes. Vous voyez ce que je veux dire, des députés patriotes pour lesquels la seule chose qui compte, c'est le développement du Bénin. C'est le Bénin, c'est le Bénin. Des députés qui passent au-dessus, qui placent au-dessus de leur propre intérêt tout ce qui peut améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est de ça que je rêve. Ça suffit, juste ça, ça suffit. Des députés intègres, des députés intègres, honnêtes, au service de la population. Pas l'inverse, pas des députés qui vont juste pour avoir le titre, pour avoir les avantages qui vont avec, ou surtout les avantages, même pas tant que ça, mais plutôt le titre, non. On observe que très peu de députés vont rendre compte à leur mandat. La belle preuve, la 7e législature, celle finissante, aucun des députés n'est allé voir ses mandats, ne serait-ce que pour faire le bilan de sa
mandature. Mais ça, par contre, Monsieur Distel... Est-ce qu'à l'Union progressiste, vos députés se sont essayés à cet exercice? Mais ça alors... En fait, parfois je me demande si on vit dans deux Bénin parallèles. Parce que quand vous dites ça, je me demande, mais c'est pas possible. Il regarde pas les chaînes classiques. Il vit... Pardon, non, ne me coupez pas s'il vous plaît. Mais je me dis, mais il vit dans un Bénin parallèle parce que tous les week-ends... D'ailleurs, nous avons du mal, nous ne tenons quasiment pas de réunion les week-ends, nous n'arrivons pas à la vie du parti à partir de vendredi après-midi et même vendredi matin pour ceux qui habitent le plus loin. Vous êtes sûr que, nous sommes toujours mon diacotomé natal est impacté? Surtout votre diacotomé natal. Allez-y, vous n'étiez pas le week-end dernier dans votre diacotomé natal? Le ministre dis donc, les 24 circonscriptions sont animées tous les week-ends. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. On ne peut pas dire qu'on a... je pense que ce parti fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est une manière de parler, hein, mais beaucoup de bruit. C'est pas du bruit. Quelle est la mesure d'impact? Peut-être qu'il a de mauvais communicants. Quelle est la mesure d'impact? C'est votre appréciation. Cela ne regarde que ça, c'est votre appréciation à vous. Peut-être que vous êtes tous certitudes. Ça, c'est votre appréciation à vous. Madame Sedami Fagla Médégan, quelle est la mesure d'impact? La mesure d'impact de notre présence, la plus grande mesure qui va arriver là, ce sont les élections. Mais avant ça, nous avons des adhésions. Nous avons plusieurs millions d'adhésions là déjà. Vous parlez d'adhésion ou d'enrôlement? D'enrôlement, enfin enrôlement, adhésion, enrôlement. Parlons d'ailleurs de ce phénomène puisque vos vis-à-vis en ont fait leur chou gras. Et comment est-ce que ça s'est passé? Expliquez-nous le processus d'enrôlement. C'est très simple. Vous savez, vous demandez à votre base, lorsque je vais vers mes militants, je dis, bon, ben, chers amis, voilà le moment de concrétiser notre appartenance à l'Union progressiste, de le matérialiser. On a des petits carnets à remplir, nom, prénom, adresse. Et ensuite, si vous avez une pièce d'identité, quelle qu'elle soit, que ce soit un numéro RANFIP, un numéro RAVIP, que ce soit la carte LEPI ou une carte d'identité, pourvu que vous ayez un identifiant national, eh ben, on inscrit cet identifiant-là et basta, c'est fini. Madame Sédégan Fagla. Médégan Fagla. Sédami Médégan Fagla. Autant pour moi, Madame Sédami Médégan Fagla. Vous conciliez le ménage, la politique et l'université. Comment est-ce que ça se fait? Pratiquement la dernière question c'est une question d'organisation. C'est pour conclure. C'est une question d'organisation. Je pense que je suis quelqu'un de très bien organisé. C'est le secret. Quel est votre repas de waouh que vous pourriez proposer à votre invité? La pâte de maïs blanc, la pâte blanche et du mentindjan. La pâte blanche, le gui ou le wa? Non, la pâte de maïs. Il y en a deux. Non, le wa pour mentindjan pour agasana do mame, mamana de me. 5 pièces, c'est ça? Bien de me. Minimum. 5 pièces. Mentindjan, 5 pièces. Alors, dites-nous pour terminer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons amorcé donc la descente de cette émission comme vous le constatez. Il faut nous sommes pratiquement au sol. On n'a pas amorcé la descente de la pratique. Avant de laisser partir Madame Sédami Médégan Fagla, dites-nous votre conjoint. À quoi est-ce qu'il ressemble? Vous voyez ça, je ne vous le dirai pas parce que ça c'est ma vie privée et c'est bien ce que je conserve de plus, ce que j'ai de plus secret. Regardez nos amis téléspectateurs. C'est bien ce que je conserve le plus jalousement. Voilà. Souci de conservation ou de protection? Protection, conservation. Vous savez, ce n'est déjà pas facile pour la famille qu'on appelle de vivre les absences répétées d'un personnage de la famille en politique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà. Vous avez constaté, elle n'a pas sa langue dans sa poche, direct, avec beaucoup de fougue, mais un discours franc, un discours carré, un discours cartésien. Elle est désormais sur la piste de départ. Elle sera, si Dieu lui donne sa bénédiction, peut-être partie de la prochaine équipe qui va diriger notre représentation nationale ou conduire nos intérêts au sein de cette représentation nationale. Le cadeau. C'était donc Café
politique de ce jeudi. Mais comme notre tradition le demande, nous allons offrir à notre invité la tasse Télé Café Politique. Pour prolonger le café au-delà de cette séance. Et puis, tout en regardant, va nous dire ses impressions sur l'animation et la conduite de cette émission. Déjà sur le mug, il faut savoir que j'adore les mugs et je les collectionne. Quand je vais dans un pays, je prends plusieurs mugs du pays. Parfois même, je m'arrête à l'aéroport. Quand je suis en transition, je prends toujours le mug du pays. Donc merci, je suis très contente de l'avoir. Je vais le conserver jalousement. Sur l'émission, je trouve que le concept est vraiment bien. C'est parfois c'est fougueux, parfois c'est plus détendu. Le café ne l'endort pas, donc du coup... Donc parfois c'est plus détendu. Je trouve que le concept est très bien et je vous souhaite beaucoup de succès. Et voilà. Et vous m'avez invité, je vous propose d'inviter d'autres personnes, d'autres personnalités de l'Union progressiste. Et vous verrez qu'ils répondront avec beaucoup de plaisir. Et on arrête là. Merci d'avoir été là. Merci pour la patience, si vous avez attendu. Amis téléspectateurs, c'est donc la fin de ce café politique à jeudi prochain.